Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a une invitée dans le podcast 108 milliards. Il s'agit de Caroline Frontini, qui est une de mes meilleures amies. Salut Caro. Attends, je veux préciser d'abord que je suis ta meilleure amie ou une de tes meilleures amies. Ça commence tout de suite, on rentre dans le dur. T'es pas la seule. Non, je plaisante, ça va. Je suis très contente d'être une de tes meilleures amies. C'est parfait. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Bon, évidemment, je suis ravie de te recevoir. Moi, j'adore ce que je dis souvent, encore plus ces derniers temps. J'assume encore plus que ce qui me drive le plus dans la vie, c'est d'avoir des conversations profondes. Et là, j'ai des conversations profondes avec une des personnes que j'aime le plus au monde. On le fait très souvent par téléphone. Mais là, le faire dans le podcast, ça me touche particulièrement. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est trop chouette de venir un peu dans ton monde et de participer à ton aventure. Bienvenue. Peut-être on va commencer par qui es-tu, Caro, et peut-être aussi comment on s'est rencontrés. Raconte-moi un peu ta vie, ton œuvre. Qui je suis, en combien de temps? T'as tout ton temps, t'inquiète pas, on est tranquille. Ok, donc moi, je m'appelle Caroline et j'aimerais bien commencer par me définir sans dire ce que je fais. Et donc, j'aime bien me définir comme une exploratrice du monde et des gens. J'ai l'impression que c'était un peu les deux parties de ma vie. J'ai commencé par explorer le monde et maintenant, j'explore les gens. Et c'est génial parce qu'on rentre tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui. Quand tu dis « je vais me définir sans dire ce que je fais », mais ce que je suis du coup, ce que j'entends, ça touche à ce dont on veut parler aujourd'hui et pourquoi j'ai invité Caro. C'est vrai. Comment tu définirais ce qu'on veut dire aujourd'hui? Tu vas le dire beaucoup mieux que moi, je pense. Vas-y. Et en tout cas, le thème dont tu m'avais parlé, et effectivement, c'est un thème qui s'entremêle dans toutes les discussions de coaching que je peux avoir, c'est la question du yin et du yang. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, moi, c'est les mots qui m'ont le plus touchée pour en parler, mais c'est la différence, C'est la différence, en fait, entre faire et être, et comment est-ce que ça s'exprime, en particulier quand on a des projets à monter, quand on veut créer des choses dans le monde. Comment est-ce qu'on est entrepreneur? Exactement, quand on est entrepreneur, même quand on est dirigeant, en fait, ou même d'ailleurs quand on a un projet qui nous tient à cœur, qu'on veut mettre au monde, il y a toujours ces deux combinaisons, en fait. Il y a une combinaison d'être et de faire. Et je trouvais que le yin et yang, ça vient d'une philosophie asiatique chinoise, le taoïsme, donc, que je ne maîtrise pas complètement, mais en tout cas, qu'on connaît un peu toutes et tous, avec ce symbole noir et blanc, un point noir, un point blanc. Et je trouvais que c'était en tout cas les concepts qui se rapprochaient le plus de ce que j'expérimentais au quotidien. Et donc, j'utilise ces mots-là, yin et yang, mais on reviendra en détail sur ce que c'est. Quand j'accompagne, parce que c'est mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des dirigeantes à réaliser leurs projets quand ils se sentent bloqués par le stress, le manque de confiance, les questions d'équilibre vie pro, vie perso. J'essaie de régler tout ça pour qu'ils puissent créer leurs projets en se sentant calme et en pouvant profiter de leur réussite. Ok, donc justement, on va creuser ce concept de yin et yang que tu vas expliquer, mais justement, donc tu dis ce que tu fais maintenant avec ça, donc tu accompagnes des dirigeants en tant que coach, mais toi et moi, on s'est rencontrés à Supélec, dans une école d'ingénieurs. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et on va c'est drôle. Nous, mais vas-y. Donc effectivement, je t'ai rencontré à Supélec autour de la Star Academy, puisqu'on se retrouvait le vendredi soir, c'était ça? Oui. C'est vrai qu'il y a une période où je regardais la Starac, mais je regardais juste pour être avec toi. Assume Mounia et tout. J'avoue, j'assume à moitié. Et oui, c'était le vendredi soir où il y avait moins de monde sur le campus parce qu'on était à Gif-sur-Yvette, donc au milieu des vaches. On était sur un campus avec 500 élèves d'ingénieurs. Donc on avait une vingtaine d'années. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. En fait, on était dans la même promo de Supélec. On était dans le même groupe du bureau des élèves, donc on avait fait des choses ensemble. On avait fait une campagne BDE qu'on avait gagnée. Donc après, on s'occupait des aspects du campus, du gala, du week-end d'intégration. Bref, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, je me souviens vraiment qu'on a commencé à se parler un peu plus parce qu'on regardait ensemble la Starac le vendredi soir. Tu faisais des bons plats d'ailleurs déjà. Ah, déjà, okay. Alors que nous, on était en mode, genre, on fait un steak et c'est bon, on a mangé, tu vois. Steak et bière et c'est bon, c'est le repas. Oh là là, toi, déjà, tu mettais du céleri et des carottes. Et j'étais là, c'est sympa, je vais descendre chez Mounia, genre, on va bien manger, on va regarder la Starac. Donc c'est comme ça qu'on avait commencé à se parler. D'accord, donc on était à Supélec, on a été diplômés en 2008, donc on est rentré en 2005, si je dis pas de bêtises, en septembre 2005. Exactement. Et donc voilà, activité du campus. Et puis on a commencé, nous, à créer plus
plus de lien parce qu'on avait ce petit moment toutes les deux le vendredi soir. Et puis en plus, voilà, on faisait partie de la même bande d'amis. Mais voilà. Donc, tu as commencé par une école d'ingénieur. Qu'est-ce que tu as fait ensuite qu'est-ce qui t'a mené vers ce que tu es maintenant? Alors, à la fin de mon école d'ingénieur, moi, j'ai eu un grand moment de vide dans ma vie parce qu'en fait, j'avais toujours suivi un peu ce qu'on me disait de faire et c'était passer dans la classe du dessus. Et comme j'étais bonne en maths et que mes parents avaient fait une école d'ingénieur, en gros, mes parents me disaient fais une école d'ingé. Donc, j'avais toujours un peu suivi ce qu'on me demandait de faire. Et arrivé à la fin de l'école d'ingénieur, on m'a dit maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et je m'étais jamais posé la question. Et donc, je me suis dit, je n'ai aucune idée, j'ai paniqué et j'ai eu pour le coup une très bonne intuition. Je me suis dit, ce qui va m'aider, c'est de partir loin de ce que je connais pour pouvoir me poser la question sans l'influence de tout le monde. Et donc, mon stage de fin d'études, en fait, je l'ai choisi en regardant le pays, la ville la plus loin de Paris possible. Et c'était ça mon critère, en fait. Je me suis dit, je vais aller loin. Et donc, j'ai eu une opportunité de travailler avec Capgemini en Inde, donc à Bombay, à Mumbai. Et c'est ce que j'ai accepté comme mon premier stage. Donc, je suis partie, mais donc, j'avais 21 ans parce que j'avais quelques années d'avance. Ouais. Oui, c'est un génie. On a 2 ans d'avance. Ouais, mais donc, voilà, à 21 ans, on m'a dit, maintenant, choisis ce que tu veux. Toutes les portes sont ouvertes. C'était un peu ce qu'on me répétait. Oui, mais toutes les portes sont ouvertes, mais laquelle je prends? Mais exactement, en fait, c'était... on pourrait y revenir, mais je trouve que sur des questions de choix, parfois, avoir trop de choix, c'est pas toujours le plus confortable. Mais donc, je suis partie en Inde en me disant, je vais vivre l'expérience. Et c'est là où je parlais d'explorer le monde. C'est aussi, en fait, je me suis passionnée pour l'expérience de vivre à l'étranger, que je trouvais absolument hyper enrichissante, en fait, de te confronter à quelque chose de différent pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est de l'ordre des règles sociales de ton pays, qu'est-ce qui est de ton choix et quels sont les autres choix que peuvent faire les gens à travers le monde. Donc, j'ai fait mon stage dans l'informatique. Et alors, attends, juste, l'Inde, c'est pas le pays le plus éloigné de la France, mais en tout cas, dans les opportunités de stage que tu avais, c'est comme ça que tu as choisi. Ouais. Et voilà, à 21 ans, c'était la première fois que tu voyageais aussi longtemps toute seule. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu peur, en fait, d'aller en Inde? En plus, c'est un pays au niveau culturel et tout ça, c'est hyper différent. Tu m'aurais dit, je suis allée en Angleterre ou aux États-Unis. J'aurais dit, bon, ok. T'as pas eu peur? Franchement, pas du tout. J'étais hyper confiante, en fait. Et je pense d'ailleurs c'est quelque chose... c'est une vraie question aussi, la peur et se projeter avec de la peur et comment ça influence nos choix. Mais j'étais assez confiante. Je partais pas non plus n'importe comment. J'étais encadrée par une entreprise française qui m'accueillait là-bas. Mais je me suis dit... j'avais confiance, en fait. Ça va bien se passer. Et d'ailleurs, j'étais effectivement un peu inconsciente parce que je me souviens dans l'avion, dans le trajet dans l'avion, je me suis rendu compte que j'avais même pas de numéro de téléphone à appeler en cas de problème. Et donc, je me suis dit, j'espère que quelqu'un va venir me chercher à l'aéroport. Effectivement, quelqu'un est venu me chercher à l'aéroport, mais j'avais cette confiance-là dans je vais m'en sortir. Je vais savoir comment me débrouiller. Super. Et donc, donc tu commences par l'Inde. Raconte ensuite la suite. L'Inde, c'était un sacré choc parce qu'effectivement, plus j'arrive, je crois que c'était mai ou juin, donc c'était en plein c'était juste avant la mousson, donc il faisait 40 degrés, 100% d'humidité. Je parlais anglais parce que je parlais anglais, donc je pouvais me débrouiller, mais quand même, c'était un choc culturel énorme. Et oui, il y a plein de choses à raconter sur cette histoire en Inde, mais effectivement, j'étais très seule au début. J'ai mis 1 mois à peu près avant de trouver d'autres groupes de Français avec qui je pouvais partager le choc culturel. Finalement, j'ai réussi à me sentir à l'aise après peut-être 2 mois en Inde. Le travail, c'était un peu difficile. J'étais dans un grand hangar où tout le monde codait. Et j'ai fait 6 mois en Inde et je suis repartie de là avec plein de compréhension de moi-même. Déjà avec une idée très claire de « je ne veux pas travailler dans l'informatique ». Ok, oui, en sortant de Supélec, ça aurait pu être le cas. Toi, t'aimais bien en plus l'informatique, je me souviens. J'avais fait option info parce que mon mec de l'époque faisait option info et donc m'avait filé tous les cours. Ah oui, d'accord, pas non plus le choix passion. Hyper rationnel. Et en fait, je suis ressortie de ces 6 mois avec aussi l'idée de... j'avais trouvé en tout cas une passion dans le fait de me confronter à d'autres cultures et de vivre dans un pays qui n'était pas le mien. Parce que je trouvais qu'il y avait il y avait une présence qui était différente. C'est-à-dire que toutes les petites choses que je faisais devenaient un peu magiques. Prendre le train, ça devenait magique parce que la première fois, tu ne comprends pas, tu vas dans la mauvaise direction. Les chiffres sont même pas en chiffres... romains c'est des chiffres arabes qu'on a, nous? Ouais, on a les chiffres. Ce ne sont même pas nos chiffres qui sont d'origine arabe. C'est des chiffres en hindi, tu vois, donc tu peux même pas lire le chiffre de ton train. Tu sais pas à quelle heure il part, etc. Et donc là, je me souviens de la fois où j'ai pris le train à la bonne heure vers le bon endroit avec ce sentiment de joie intense, de génial, j'ai réussi. Donc
Donc voilà, il y avait ces sentiments. Donc ça veut dire que toi, ce que j'entends, c'est que très jeune, avant même de t'intéresser au développement personnel, etc., ton cerveau était naturellement, en tout cas par ton éducation, etc., il appréciait ce que moi j'appelle les fucking first time, les trucs qui font paniquer beaucoup de cerveau. Tiens, c'est une première fois, c'est la panique. Ouais. Toi, tu recherchais ça, en fait. C'est marrant parce que je ne l'aurais pas formulé comme ça. C'est pas comme si j'étais en disant je recherche de galérer à prendre mon train. Mm-hmm. Mais effectivement, je voyais qu'il y avait quelque chose en termes d'intensité de moment qui était différent quand tu es dans une zone qui n'est pas confortable. Hyper intéressant. Ouais. Tu parles de justement prendre mon train, c'est magique quand je suis en Inde, alors qu'en France, c'est pas forcément magique. Clair. Ce matin, tu as pris ton train pour venir de Colombes à Paris. Sous la neige. Magique. C'était pas magique, avec 45 minutes de retard, c'était pas magique. Voilà, donc du coup, voilà, des expériences, on va dire, du quotidien assez simples. Dès que tu es confronté à un pays que tu connais pas, à une culture que tu connais pas, ça devenait magique. Mais du coup, ça te faisait pas peur, même si c'était inconfortable sur le moment de galérer. Ouais. La fois d'après, tu n'évitais pas cette galère. Ouais. Okay. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi de la quête de soi qui était intéressante. Ça veut dire qui tu es quand tu ne connais personne, quand personne n'a d'attente de toi, quand tu es dans un environnement complètement différent où voilà, le quotidien vraiment de ce que tu vas manger, de la température, de ce que tu portes est différent. Et j'avais trouvé ça très intéressant, en tout cas pour les gens qui se posent aussi des questions de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment je fais les choses. Alors, on n'est pas obligé de partir 6 mois en Inde, mais en tout cas, se changer d'environnement quotidien pour aller se poser ces questions-là, je le trouve intéressant. Ok. Alors, continue ton parcours, et sachant que le but, c'est d'aller quand même sur le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait après l'Inde Ouais. Alors après, fast forward, mais après l'Inde, je me suis dit, j'ai encore envie de cette expérience à l'étranger, c'était 6 mois, sauf que c'était la crise économique, c'était 2008. Ah oui, c'était 2009. Fin 2008, début 2009, ouais. Et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris le site des VIA, qui existait à l'époque, qui devait être un vieux truc. Enfin, tu vois, ça devait être un truc un peu basique. C'est quoi les VIE, si tu veux expliquer aux gens qui ne connaissent pas ? Les VIE, c'est les contrats de volontaires internationaux en entreprise. D'accord. C'est un contrat qui est organisé par d'ailleurs l'État français, avec des entreprises françaises ou avec l'administration française, les ambassades, etc., pour pouvoir permettre à des jeunes de moins de 30 ans de partir faire une expérience à l'étranger de moins de 2 ans. Ok, donc c'est quoi ? C'est des espèces de stages plus pour des gens jusqu'à l'âge de 30 ans dans des entreprises françaises ou des administrations françaises à l'étranger. Exactement. En fait, c'est limite, on pourrait dire, c'est l'Erasmus du boulot jusqu'à 30 ans. Quoi. Tout à fait. Ok, et donc j'ai pris le site et j'ai postulé à tout. Mais vraiment, tu t'es dit, de toute façon, j'ai envie d'être à l'étranger. Exactement. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui te drivait. Ouais. Tu savais pas ce que tu voulais faire, mais tu savais où tu voulais être. Exactement. Okay. Et je me suis dit, j'avais un point. Et souvent, il y a besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin de tout savoir. Surtout, on a besoin de savoir une chose qu'on a envie. Et moi, j'avais envie d'être à l'étranger. Et c'est ça qui a drivé la suite de ma carrière. D'accord. Donc, j'ai répondu à tout. J'ai répondu pour travailler sur une centrale pétrolière en Angola, pour faire des brevets en Belgique. Et finalement, j'ai été acceptée pour travailler à l'ambassade de France à Washington, donc aux États-Unis, au service nucléaire. Donc, j'étais adjointe au conseiller du service nucléaire à Washington pendant 1 an et demi. Tu vois que ça mène à tout, Supélec. Et c'est trop drôle parce que j'ai trop vendu Supélec. Mais bien sûr, l'électricité, l'énergie, je connais. Alors que bon, on peut dire qu'on n'était pas non plus hyper studieuse pendant nos années. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'étais hyper studieuse. Mais Mounia était plus studieuse que moi, c'est vrai. Moi, je cachais bien mon jeu. Peut-être. Okay. Donc c'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis. Donc j'ai fait 1 an et demi à l'ambassade et ensuite j'ai transitionné. Enfin, j'ai eu l'opportunité par un ami d'amis que j'ai rencontré dans une soirée arrosée en lui disant pour le coup l'énergie m'intéressait, c'était un domaine que j'avais trouvé intéressant à suivre à l'ambassade. Je lui ai dit l'énergie m'intéresse mais j'ai envie de faire quelque chose encore plus international. 1 mois après, il m'envoyait une offre d'emploi à la Banque mondiale dans son équipe en disant donc lui il travaillait à la Banque mondiale, c'est un Français qui travaillait à la Banque mondiale et qui était un ami à toi. Exactement. Et d'ailleurs c'est un conseil que je donne beaucoup, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'opportunités qui se trouvent en rencontrant des gens, alors disant vaguement ce que tu veux faire. Moi j'étais là, je veux faire de l'énergie plus internationale et il m'a envoyé une offre d'emploi il y a 1 mois qui correspondait en tout point à ce que je voulais, à part le côté que je parlais pas espagnol. Alors justement là il y a une anecdote, ça n'a rien à voir avec le sujet mais on ne peut pas inviter Caro sur notre podcast et qu'elle ne nous raconte pas. Je sais que t'aimes bien cette anecdote. Ouais, elle est géniale. Donc tu parlais pas du tout espagnol et l'offre d'emploi stipulait qu'il fallait être bilingue, être fluent, c'était quoi Fluent en espagnol. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait ? Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je me suis posé la question, je pense 30 secondes en me disant qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en plus, mon ami d'amis m'avait dit en fait c'est vraiment un requirement, quoi. Il n'y a pas de choix, il faut que tu parles espagnol parce que tu vas interagir avec des personnes qui parlent espagnol dans ton travail au jour le jour.
Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Et franchement, la fiche de poste était tellement belle, c'était tellement ce que je voulais faire que je me suis dit, allez, je tente le coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à cet ami d'amis quelles sont les questions que les gens posent en entretien à peu près pour tester le niveau d'espagnol. Et il m'a donné une dizaine de questions. Je suis allée prendre ces questions et je suis allée voir une amie à moi qui avait fait son Erasmus en Espagne. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider à en fait, créer des réponses pour ces questions-là ? En espagnol ? En espagnol. Ok. Et donc, j'ai appris... Quand tu dis que tu parlais pas espagnol au moment où tu allais voir cette amie, t'avais jamais fait d'espagnol de ta vie ou t'en avais fait un peu, juste pour qu'on... Ouais, alors j'étais au niveau où... en fait, j'en avais jamais fait scolairement, mais par contre, quand j'étais arrivée aux États-Unis, il y avait pas mal de personnes qui parlaient espagnol, ou dans les bus, tu vois, ou sur les affiches. Il y avait d'ailleurs ce truc qu'il n'y a pas en France, tu sais, tu as des publicités dans des langues, en espagnol. Et il y en avait dans mon bus que je prenais régulièrement. Je me suis dit, tiens, je vais apprendre un peu. Et donc, j'avais téléchargé Rosetta Stone, qui était un peu l'équivalent de Duolingo aujourd'hui. Et j'avais dû faire, 4-5 leçons, quoi. D'accord, ouais. Donc, c'est quand même très sommaire. Ah oui, donc je savais conjuguer le verbe être et avoir, et je savais dire le cheval est devant la maison. Ok, ouais. Brian is in the kitchen. Voilà, mais j'avais jamais eu de conversation avec quelqu'un en espagnol de ma vie. D'accord. Donc c'était... Et donc j'ai appris, donc je me suis retrouvée avec ces 10 questions-là, et donc j'avais des petits paragraphes à chaque fois que j'ai vraiment appris par cœur en mode comme la dictée de La Fontaine, tu vois, j'ai appris les trucs par cœur. Et je suis arrivée en entretien où effectivement, j'ai pas eu ces questions-là. J'ai eu des questions qui étaient à peu près ça. Et je me suis débrouillée avec des bouts de réponses qui étaient là, plus un peu de français avec des A et des O à la fin. Ouais, et c'est passé. Et c'est passé. Non, mais bon, après, je pense que intellectuellement, tu dois être assez sharp pour que ça passerait pas pour tout le monde. Je pense pas. Je pense pas que c'est une question d'intellect. Je pense que c'est une question de tu regardes la personne dans les yeux et tu lui sors un truc. Et la personne est là, ça passe. Okay. Tu vois. Est-ce que la personne qui t'a interviewée, elle était native espagnole ou pas forcément ? Alors, j'ai eu 2 entretiens et à chaque fois, dans les entretiens, il y avait une native espagnole, une pas native espagnole. Et c'est passé ? C'est passé, ouais. Ok, bon. Quel culot. Et je trouve que c'est une formidable leçon parce que notamment, alors j'ai quelques amis qui dirigent des équipes, par exemple dans des grosses entreprises, etc., et qui me disent mais c'est incroyable, encore plus que peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat dans lequel on baigne nous, on voit vraiment que il y a une différence entre les hommes et les femmes. Alors c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais une femme qui répond à 80% d'une fiche de poste, elle va considérer qu'elle n'est pas assez légitime pour postuler au poste. Un homme, il va y aller, il va dire c'est bon, je suis légitime. Et toi, finalement, ce que j'entends, c'est que cette fiche de poste pour la Banque mondiale, tout le reste te correspondait parfaitement. 95%, quoi. Voilà, il manquait juste l'espagnol. Exactement. Et tu as réussi justement naturellement à te dire non, mais je vais y aller quand même, je vais bosser mon espagnol. Tu n'es pas allé non plus en disant je parle pas espagnol, prenez-moi quand même. Exactement. Donc tu l'as bossé, et tu as eu aussi confiance que tu allais apprendre l'espagnol juste après. Mais il faut un culot quand même, bravo. Moi, j'en parle énormément de cette anecdote aux gens pour dire mais vous vous rendez pas compte en fait, vos compétences à l'instant T disent très peu de votre légitimité versus votre capacité à apprendre ce qui vous manque. Ouais. Mais moi aussi je remercie la moi d'avant parce que tu vois là j'ai eu le culot de le faire, mais après j'ai pas eu le culot de négocier mon salaire. Enfin il y a plein de choses où j'étais moins confiante. Mais là sur le coup je me suis dit en fait il y avait vraiment ce truc là de c'est tellement ce que je veux que au pire ils vont pas me prendre. Au pire je m'humilie un petit peu devant des gens. Et j'ai perdu 4 heures de ma vie à essayer d'apprendre des phrases en espagnol. Et c'est ça, je pense, qui a été un déclic de le jeu en vaut la chandelle. D'accord, ok. Donc, tu te retrouves à la Banque mondiale, à Washington. Ouais. Du coup, tu apprends assez vite l'espagnol, j'entends. Ouais, pour le coup, ça c'était. Enfin, l'autre partie, c'est qu'effectivement, j'ai commencé mon boulot en étant hyper stressée parce que j'ai dû apprendre l'espagnol hyper vite. Je devais parler à des gens en espagnol et clairement, je ne savais pas faire une conversation, donc c'était très compliqué les premiers temps. J'avais peur d'être virée. C'est d'ailleurs là où j'ai commencé à faire beaucoup de yoga parce que ça me permettait justement de contrebalancer ces journées très stressantes. Ça te détendait ? Ça me détendait énormément. Ouais. Ça m'a sauvée à ce moment-là. Ouais. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc le début, t'as eu un petit coup de hardcore, chaud. Tu vois, c'est pas juste tu vas au culot et après c'est tranquille, c'est les vacances. C'était tu vas au culot et après faut assumer ton bluff. Ça veut dire que derrière... Il y a une période d'essai à la Banque mondiale ? Non, mais t'es virée du jour au lendemain à la Banque mondiale. Ah, j'étais en consultante. Style, quoi. Ah oui, US style. Donc je savais que si jamais ça passait pas, vraiment et le lendemain j'avais plus de visa, donc je devais partir. Enfin, c'était aussi. Ton rêve américain se finissait d'un jour. Ok, donc t'as pris ça très au sérieux. Et qu'est-ce que t'as fait ? T'as pris des cours d'espagnol ? Comment t'as... J'ai tout fait. Ça veut dire que tout ce que je faisais en dehors de mon boulot, c'était donc de lire des livres d'espagnol. Et donc, je lisais des livres pour enfants ou des livres young adults, tu vois. J'adore. Parce que, de toute façon, j'avais pas le niveau pour lire des livres plus compliqués. Okay.
Je regardais mes séries en espagnol. Donc, en plus, c'était en 2011. Donc, je téléchargeais des trucs où des fois, je regardais 1 heure de série, je comprenais rien parce que j'arrivais pas à trouver les sous-titres. J'avais trouvé des gens qui te faisaient des conversations. Tu sais, tu parlais, ils te parlaient. Et les cours, ça a été plus tard. Ça a été après... Mais globalement, tu as mangé de l'espagnol C'était matin, midi et soir. Exactement. Ok, bon, tu as été sérieuse quand même dans ton culot. Je trouve que c'est un peu ça. Ça veut dire que tu tentes, mais après, tu délivres aussi derrière. Et je trouve que c'est cet équilibre-là qui fait beaucoup d'aventures magiques. D'accord, génial. Donc tu es à la Banque mondiale. Bon, après, il y a la période du début qui est un peu stressante. À un moment, tu es à l'aise en espagnol et ça se passe comment après ? Génial. Franchement, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, je travaillais dans une équipe ultra internationale. Enfin, tu vois, ma chef était allemande. Je travaillais avec une Libanaise, une Kirzik et une Indienne de Kyrgyzstan. Ok. Pardon. Donc, tu vois, donc, c'était hyper cool. Puis on était une équipe assez jeune. On faisait un rapport. C'était pas le chose le plus fun du monde. On écrivait un rapport donc sur la facilité à faire du business dans le monde. Et moi, je travaillais sur l'accès à l'électricité. Tu sais que je crois que je l'ai encore dans ma bibliothèque, ton rapport. Tu étais très fière, je me rappelle. Et donc, on avait tous récupéré le truc. Ça s'appelait Doing Business. Ça s'appelait Doing Business, exactement. Voilà, et je sais qu'on l'avait rangé en disant, bon, on le lira jamais, mais on est très content qu'elle nous le donne. Mais il y avait mon nom quelque part et j'étais contente. J'étais assez fière, franchement. Ok, donc tu travailles sur un rapport Doing Business dans le monde. C'est comment est-ce que les gens font du business dans différents pays ? Ouais, c'est des questions de régulation, des lois qui permettent qui facilitent ou pas le business. Ouais, et puis tu voyageais en première, je crois. Ouais, j'ai voyagé en première. Donc pas en business, mais en première. Ouais. Genre où les gens t'amènent du caviar, on vient te chercher en limousine, enfin pas en Mercedes, pour pas que t'aies à te mêler aux gens, tu vois. donc t'étais dans un confort absolu, quoi. C'était un confort absolu. Et t'étais jeune à l'époque, t'avais quel âge ? J'étais hyper jeune. Je suis rentrée à la Banque mondiale, je crois que j'avais 23 ans et demi, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, 24 ans, tu travailles dans une équipe internationale. J'imagine que t'es bien payé. Mais oui. Tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôts, tu voyages en première. Tu rencontres des ministres. Ouais, je me souviens qu'on était venus avec notre autre meilleure amie, tu vois. Coucou Lorraine. On était venus en vacances chez toi à Washington et on était allés manger avec toi à la Banque mondiale un jour, tu travaillais. Et je me rappelle la cantine de la Banque mondiale. C'était chouette. Magnifique. Donc t'étais dans un confort absolu. Hyper confortable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis ennuyée. J'adore. Le truc terrible qui nous arrive parfois, c'est qu'à un moment, on s'ennuie. Et en fait, je me suis dit... on est au top et on s'ennuie. On est au top et on s'ennuie. Okay. Terrible. Ouais. Et c'est venu petit à petit. À un moment, fallait faire face à la... Moi, le moment très clair où je me suis dit, en fait, ça va pas, c'est... on avait des visas pour vivre aux États-Unis. Et en 2013, je me souviens que j'avais demandé... Enfin, il fallait les renouveler régulièrement. Et en 2013, on m'avait donné un visa... pour les prochaines années. En fait, j'ai ouvert mon visa et j'ai vu qu'il m'avait donné un visa jusqu'à 2018, donc de 5 ans. Et vraiment, la pensée qui m'est arrivée en pleine tête, c'était « je ne veux pas être là en 2018 ». Ok. Ouais, donc l'émotion, c'était quoi ? C'était pas du tout de la joie de recevoir le visa, quoi. Mais non. Alors que je sais, pourtant c'était justement, je vais pouvoir me, je vais pouvoir appliquer à la green card, donc le truc qui permet d'avoir ensuite la nationalité américaine. Enfin, on a d'autres potes qui ont plutôt qui étaient plutôt ce chemin. Ouais. Toi, c'était pas du tout ça, quoi. Ouais. Et il y avait c'était un confort qui était là un peu autour et que je mettais pas trop le doigt dessus, mais je sentais que j'étais pas très bien. Là, c'était hyper clair il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie d'être là. Ok. J'étais trop sur des rails, en fait. Prison dorée ? Tout à fait prison dorée. Ok. C'est vraiment la Banque mondiale, il y a plein de choses à dire sur l'organisation, mais c'est très hiérarchique, c'est très structuré, et donc tu sais à peu près où tu vas être dans 5 ans, tu sais à peu près où tu vas être dans 10 ans quand tu continues dans l'administration. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ce que je veux comme vie. Être dans un bureau à dire aux gens ce qu'il faut faire après avoir regardé des chiffres, à écrire des rapports, j'ai dit, c'est pas moi, en fait. C'est pas ce qui me fait vibrer au fond. C'est confortable, c'est rassurant. Y a de la fierté à dire ce que je fais. Mes parents étaient ravis de pouvoir raconter à tous leurs amis ma fille est à la Banque mondiale. Mais moi, c'était pas mon chemin. Franchement, je le sentais. Et ça va aujourd'hui, ils le vivent bien de dire à leurs amis que t'es coach? Maintenant, ils sont habitués. Ils m'ont vu tellement de fois faire mes trucs que maintenant, ils sont là, Caro fait ses machins, on la laisse faire. Ils sont blasés. Ouais, ils sont un peu blasés. Ok. Mais bon, donc voilà, il y avait de la fierté, du confort. Mais, et alors, moi, je me souviens, donc à un moment, tu décides, tu arrives à prendre le taureau par les cornes et à partir de la Banque mondiale. Comment tu fais ça? Alors, comment je fais? C'est à peu près d'ailleurs comment je fais à chaque fois que je fais des transitions de vie. En fait, je me rends compte que je commence à avoir que j'ai un process. C'est déjà, j'admets la chose. Ça veut dire que j'admets que j'ai envie de changer quelque chose. Et ensuite, je casse pas tout d'un coup, mais je vais commencer à me renseigner. Et je me renseigne, pas en regardant des trucs sur Internet, je me renseigne en parlant à des gens. Ça, c'est vraiment un conseil que je fais. Quand vous posez des questions, allez parler à des gens. Des gens qui font autrement.
Des gens qui font différemment de vous. Exactement. Tu n'as pas parlé qu'à des gens qui bossent à la Banque mondiale. Ouais, interrogez-vous, il y a des gens qui vous font envie, des choses qui vous font envie, allez explorer ça, en parlant à des gens. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, pour le coup, j'ai commencé dans la Banque mondiale, j'ai commencé à aller voir des gens qui faisaient des choses plus sur le terrain. D'accord. Parce que c'est un truc qui me parlait, en fait. D'accord, donc dans les employés de la Banque mondiale, il y en a certains qui sont beaucoup plus sur le terrain et d'autres qui sont dans les bureaux. Exactement. Ok. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire des cafés avec des gens. Et à chaque fois que... Donc, la petite astuce des cafés, c'est quand tu fais un café, donc tu poses des questions à la personne, tu lui laisses lui raconter ta vie, parce que c'est ce qui t'intéresse. Ensuite, toi, tu places en 2 minutes à la fin ce que tu cherches, pourquoi tu as cette conversation. Et tu demandes s'il peut te conseiller d'autres personnes en vue de ce que tu cherches. Ça, c'est un excellent conseil. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, qui vous inspire, à la fin de la conversation, demandez-leur quelles sont les personnes que tu me conseilles de. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans le recrutement. Donc, il y a un livre, tous les entrepreneurs de la Startup Nation l'ont lu, je pense, un livre de recrutement qui s'appelle Who, The A Method for Hiring, où justement, ils donnent ce conseil. C'est, alors, eux, ils parlent dans les employés et tout ça, ils parlent de A-players, de B-players, etc. Ils disent, ton but, c'est de recruter des A-players. Quand tu parles avec un candidat qui est un A-player, même si lui, il ne va pas te rejoindre parce que tu n'as pas le poste pour lui ou qu'il est occupé, tu lui demandes à la fin de l'entretien qui tu me recommanderais de contacter, et en se disant les amis des A-players sont des A-players. Donc, ok, tu as appliqué ça, mais à ta recherche d'infos sur ce que tu pourrais faire. Et l'avantage, c'est que tu commences avec peut-être 3-4 personnes en tête, et à force de faire ça, en fait, tu te retrouves avec vraiment des dizaines de gens que tu peux contacter. Et donc, au fil des semaines, j'ai contacté des gens qui faisaient autre chose. J'ai une question. Ce conseil qu'on vient de donner à nos auditeurs, toi, tu l'as lu quelque part ou tu l'as juste appliqué intuitivement ? Non, franchement, je l'ai fait. She's smart. Je pense que c'était aussi un peu dans l'air pour le coup. J'étais aux États-Unis et ça se fait un peu plus. D'accord. Je pense qu'il y avait quand même ce truc-là aux États-Unis, le networking qui en France est un gros mot. Enfin, à l'époque, je pense que c'est un peu moins le cas maintenant. Mais aux États-Unis, c'était plus normal de demander des cafés aux gens. D'accord. Ça se faisait un peu plus. Ok. Donc tu te retrouves à pouvoir contacter plein de gens et de fil en aiguille, des gens un peu plus éloignés que ce que tu avais en tête au départ. Exactement. Ok. Et je me souviens, en tout cas, un des moments qui a été fondamental pour moi, c'est j'arrive, donc à force qu'on me donne des conseils, j'arrive dans une conférence, d'ailleurs dans la Banque mondiale, où est invité un jeune entrepreneur américain qui explique qu'il est en train de mettre des panneaux solaires directement dans les villages. Dans les villages où ? Alors lui, il est en Tanzanie. D'accord. Donc dans les villages qui n'ont pas l'électricité, lui, il mettait des panneaux solaires. Et il avait un système de paiement par crédit, ce qui faisait que c'était accessible financièrement aux populations. Et pour moi, ça, c'était le Graal absolu, parce que c'est là où je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux, en fait. Je veux avoir un impact. Allez, c'est un peu maintenant galvaudé, le truc de je veux avoir un impact, mais n'empêche que je ne savais pas comment formuler ça autrement. Je voulais voir le résultat de ce que je faisais, mais quand tu écris un rapport, c'est un peu plus compliqué de voir le résultat de ce que tu fais. Il y avait le côté, je veux être sur le terrain, je veux avoir un impact. Et je voulais aussi me confronter à la réalité de ce que c'était que l'accès à l'énergie, parce que c'était des choses sur lesquelles j'écrivais, mais moi-même, j'avais jamais connecté quelqu'un à l'électricité. Et puis, tu n'avais jamais manqué d'électricité, tu avais toujours vécu dans des pays où c'est pas un sujet. Exactement. Et donc, je suis allée parler à cet entrepreneur en lui disant, mais comment t'as fait ? Il m'avait un peu raconté son histoire, et c'est là où je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je continue à suivre ce qui se passe de ce côté-là. D'accord. Tu veux que je te raconte la suite ? Oui, je suis toute oui. Donc j'étais un peu dans ce mode-là de peut-être que j'irai rejoindre son équipe en Tanzanie et tout ça. Et c'est dans ce cadre-là dans cette période-là, où je vais à un pot de départ à l'ambassade de France. D'accord. Où tu as beaucoup de collègues, tu as bossé là-bas. Voilà, exactement. Okay. Où je rencontre une personne qui travaille dans mon ancienne équipe, qui me dit, toi, c'est quoi tes projets, je sais pas, au cours de la conversation. Et moi, je dis, j'aimerais bien rejoindre cette équipe. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai envie de monter une boîte. Ça te dit pas qu'on monte une boîte ensemble ? D'accord, donc c'est comme ça que tu rencontres celui qui est devenu ensuite ton associé. Exactement. D'accord, ok. Ok, très bien. Et moi, très honnêtement... à ce moment-là, tu décides d'aller monter la boîte direct ? Très, très honnêtement, ce qui est passé dans ma tête, c'est monter une boîte, non mais n'importe quoi, tu vois, je sais pas faire. Mais bon... il a l'air sympa, je vais quand même, je vais pas lui dire non, et puis je dis on va bien voir, ça se trouve il y a quelque chose à faire, donc je lui dis oui, je lui dis allez, vas-y, on tente le truc. D'accord, mais t'es pas du tout sûr de toi, quoi. Je pense que c'était pas que j'étais sûre de moi, c'était que ça me paraissait loin l'entrepreneuriat, parce que moi je venais de la Banque mondiale et de l'ambassade de France, donc je pense que c'est les structures les plus éloignées possibles de l'entrepreneuriat. Et puis surtout à l'époque c'était un peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Ouais, c'était pas du tout, ça commençait à être un petit peu à la mode, parce qu'on était en 2013. D'accord, oui, donc ça commençait. Moi, j'avais déjà monté ma boîte au Maroc, on avait des amis qui commençaient à monter des boîtes. C'était pas la voie royale, mais ça commençait à être, c'était pas n'importe quoi de monter une boîte.
Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à bosser sur un projet de boîte pendant... On a fait 6 mois, soir et week-end. Ok. Donc, toi, tu avais ton poste à la Banque mondiale. Ah, j'avais un poste à la Banque mondiale. Ouais. Après, j'étais là depuis quelques années, donc c'était assez facile de prendre un peu de temps pour travailler sur un projet à côté, en plus qui était un petit peu lié, donc je pouvais faire un peu des deux. Et puis, au bout de 6 mois, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc quand même à faire. Et là, c'est posé la grande question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Parce que j'avais un peu les deux voies de soit je reste quand même assez confortablement à la Banque mondiale, soit je tente une aventure complètement délirante d'aller monter une entreprise qui vend des panneaux solaires. Donc c'était en Afrique, et donc on est parti au Cameroun, mais donc en ayant pas c'est fini les vols en première classe à partir de là. Okay. C'était mes derniers vols en première. Et du coup à ce moment-là tu décides d'y aller. Et moi je me souviens d'une anecdote, alors j'ai peut-être ma mémoire a peut-être déformé le truc, mais dans mon souvenir, le jour où tu es rentré dans le bureau de ta chef pour lui annoncer que tu voulais partir, elle t'a arrêté avant que tu commences à parler, elle t'a dit en gros elle t'offrait le poste de tes rêves. C'est vrai. C'est ça qui s'est passé, je me souviens bien. Alors, c'est pas exactement, je suis pas rentrée dans son bureau et elle m'a annoncé ça, mais justement, c'est moi où le projet, donc UPOA, le nom de ma boîte, parce que spoiler alerte, je me suis lancée quand même, mais le moment où on travaillait de plus en plus sur UPOA, en parallèle, ma chef directe commençait à partir de son poste, et donc j'étais clairement la dauphine et j'étais celle qui allait prendre sa place. Donc j'allais avoir une promotion, j'allais avoir effectivement le job que je convoitais depuis quelques années dans la Banque mondiale, qui était celui de ma chef et de prendre la tête de l'équipe. Ce que je faisais déjà un petit peu comme elle commençait à partir. Ok. Je me souviens qu'à ce moment-là, tu m'as dit une phrase qui est toujours restée gravée dans ma mémoire et que je sors souvent. Tu m'as dit, c'est très bizarre de se rendre compte qu'on ne veut plus ce qu'on a toujours voulu. Explique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, donc ils vont comprendre, mais c'est... Et c'est marrant parce que je me souviens d'avoir eu cette conversation avec un autre ami une fois. C'est presque ce deuil qu'on fait quand on a accès à quelque chose qu'on a toujours voulu, ou on arrive à quelque chose qu'on a toujours voulu et on se rend compte qu'en fait, c'est plus ça. Ouais. C'est difficile, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans des travaux, dans des relations, juste parce que c'est ce qu'on a toujours voulu. Et pourquoi on ne voudrait plus ça ? C'est très difficile en fait. C'est très difficile à admettre pour soi-même. Surtout quand on a travaillé dur pour l'avoir, par exemple. Ouais. Et oui, mais en même temps, c'est assez clair. Quand on se laisse l'opportunité, d'ailleurs justement, quand on est un peu plus digne et qu'on pose les choses, c'est très clair en fait. C'est très clair que c'était l'ancienne nous le voulait, mais on ne doit rien à notre ancienne nous. Et ça, c'est un concept aussi que je trouve assez fort. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses pour notre nous d'il y a 10 ans. Mais en fait, notre nous d'aujourd'hui, elle n'en a pas besoin. Et tu parles de deuil. Pourquoi tu utilises ce mot ? Parce que je pense qu'il y a ça va bien parce que c'est en fait et c'est maintenant je mets des mots dessus, mais à l'époque je mettais pas autant de mots, mais pour moi quand notre cerveau s'imagine un scénario, il a une réalité, ce scénario, même s'il est que dans notre imagination. Et donc quand ce scénario se passe pas, il y a cette sensation de perte qui est équivalent à un deuil en fait. Quelque chose, on a perdu quelque chose, même si c'était juste dans notre tête, et ce scénario là ne se passera pas. Et il y a la même tristesse que quand on perd un objet physique, quand on perd quelque chose qu'on a beaucoup plus concrètement. Ou une proche. Et alors, attends, ce qui est hyper intéressant, donc ce deuil, effectivement, c'est une vraie tristesse. Et parfois, on met quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Et seulement, on a du mal à l'accepter. Moi, je sais que ce que tu viens de décrire, je fais un scénario et à un moment, je me rends compte que ça ne va pas se passer. J'en vis plusieurs par an, en fait, des deuils comme ça. Et parfois, c'est long. Et c'est hyper dur à accepter parce que tu es en train de dire non mais c'est bon, c'est pas grave, t'as ta vie quoi. Et surtout des petits trucs, tu vois, où, je sais pas si c'est des petits trucs ou pas, mais en tout cas c'est justement ça là, rationnellement en tout cas sur le papier, c'est sans commune mesure avec la perte d'un être cher, mais en fait physiologiquement et au niveau de notre cerveau c'est un peu la même chose. Tout à fait. C'est la même chose même parce que notre cerveau il croit que c'est, pour lui ça a été vrai à un moment ce scénario. Mais là en plus il y a un élément qui est encore plus, qui aggrave la chose. C'est qu'à la limite, des fois, on fait un scénario et on n'obtient pas ce qu'on veut et on fait notre deuil, mais c'est extérieur. On n'a pas eu ce qu'on voulait parce que l'extérieur ne nous l'a pas donné. Là, c'est toi qui as apporté le coup de grâce. Exactement. Personne t'a viré de la Banque mondiale. C'est clair. Et ça, est-ce que ça rend pas le truc encore plus difficile à vivre ? Mais je pense que ça te donne plus de responsabilité dans tes choix. Et responsabilité, c'est à la fois agréable parce que on a la capacité de décider, mais avec la capacité de décider, ça veut dire aussi que tu es responsable de tes choix. Et effectivement, ça amène plus de pression.
sur ton choix. Parce que des fois, c'est quand t'as pas le choix, quelque part, c'est plus simple. Ça facilite la vie. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui s'auto-sabotent, par exemple, qui se retrouvent dans une situation où on les vire, mais qu'en fait, j'aime bien dire, c'est la partie la plus saine d'eux-mêmes qui a fait en sorte que ça arrive, parce qu'ils n'allaient pas prendre la décision. Quoi. D'accord, donc ça donne ce truc-là. Et quand tu dis pression, est-ce que c'est, comme c'est super difficile pour moi, parce qu'il y a ce process de deuil dont je suis un peu la commanditaire qui se passe, du coup, il faut absolument que la prochaine expérience, le choix que je fais, soit génial, alors qu'en vrai, non, c'est juste, de toute façon, je ne veux plus ce que je voulais, là où je suis. Donc, de toute façon, il faut que je parte. Et si la suite est cool, tant mieux. Si la suite n'est pas cool, je repartirai. Exactement. Mais ça, c'est super intéressant que tu pointes cette question-là, parce que donc, à l'époque, c'était le choix le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. C'est-à-dire que j'avais vraiment... et j'en dormais, mais j'en ai pas dormi pendant 6 mois de ce choix-là. Est-ce que je reste à la Banque mondiale ou est-ce que je pars lancer une aventure autre, mais qui est moins sécurisée, moins prestigieuse, plein de choses. Et c'était pas évident pour moi de démêler ça. Et c'est justement là où j'ai commencé à mettre en place mes outils sur comment décider. Et ça m'a énormément aidé. Qui est aujourd'hui un des fondamentaux de ton coaching. Exactement. J'adore aider les gens à prendre des décisions. Parce que je trouve qu'on n'apprend pas à prendre des décisions. On nous donne pas exactement les clés de nos décisions. Et pourtant, en tant qu'être humain, on a des décisions à prendre multiples dans la vie. Et c'est ça qui crée nos vies. C'est ça qui crée des vies géniales, en fait. Exactement. En tant qu'être humain et en tant que CEO de boîte, d'entrepreneur. Exactement. Moi, je dis que le meilleur skill à développer en tant que patron ou patronne, c'est de prendre des décisions sans avoir la full picture. Sans avoir toute la vision. Et des fois, les gens, ils attendent. Mais tu l'as jamais, à moins que tu prédises le futur. Souvent, c'est ça. C'est, en fait, énormément de la picture, de l'image, c'est le futur. Et je trouve qu'être capable... Il y a plein de gens qui, des fois, repoussent la décision en ayant l'impression qu'ils n'ont pas assez d'informations pour décider. Mais c'est un leurre absolu. Une décision, c'est jamais une question d'information. C'est-à-dire que où tu te dis, j'ai besoin de telle et telle information et tu vas aller chercher. Et en général, ça te prend 2 jours. Mais c'est jamais plus de temps. C'est jamais plus d'informations. C'est rarement plus d'informations. C'est souvent qu'est-ce qui se passe chez moi et qu'est-ce que je veux vraiment et quels sont les conflits qui sont en train de se passer chez moi et comment est-ce que je les regarde et je décide à partir de la compréhension de ces conflits-là. Mais ça t'a mis quand même 6 mois d'insomnie. Pendant 6... parce que à l'époque, j'avais pas les outils. D'accord, donc tu les as développés. Si tu avais eu les outils à l'époque, si à l'époque, tu étais déjà coaché ou que 2 toi-même... semaines. 2 semaines, d'accord, ok. C'est ça, parce qu'en fait, après... Est-ce que tu considères que tu as perdu 6 mois ou non? Est-ce que tu aurais développé tes outils si tu n'avais pas vécu ça? Alors, moi, je regarde pas ça comme ça. Je me dis, à l'époque, c'est le temps qu'il m'a fallu. Et je suis contente de la décision que j'ai prise à la fin, donc tant mieux. Tu vois, je suis pas... c'est ma croyance, on n'est pas à 6 mois près dans la vie. D'accord. Pas du tout. Et ça, on arrive petit à petit au sujet du inédit, quand tu dis on n'est pas à 6 mois près. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi un côté très contrôlant quand on imagine combien de temps ça doit nous prendre. Un process, que ce soit un deuil, que ce soit un truc de décision. Enfin, quand on est dans des moments où on sent bien qu'on n'arrive pas, qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à aller voir la suite, quand on est très young, on a tendance à vouloir, limite, et je parle en connaissance de cause, Caro m'a coaché il y a 2 ans pour calmer mon côté yang et développer mon côté yin, on va en reparler. Mais à un moment, j'admets, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai lu beaucoup dessus, ok, j'ai besoin de laisser aller ma tristesse, mon indécision. Mais alors, le côté contrôlant, il revient, il dit « Ok, d'accord, pas de problème, mais bon, ça doit durer 3 semaines, et puis dans 3 semaines, il faut que j'ai prise la meilleure décision de ma vie. » Alors que, en fait, tu peux pas prévoir à l'avance. Tu peux avoir tous les outils du monde. Tu dis « Là, ça m'aurait pris 2 semaines, machin. » Tu peux avoir tous les outils du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Les phases complètement floues. Des fois, elles durent 2 jours, et des fois, elles durent 3 ans. Et comment faut l'accepter quelque part? Oui, et je dirais que tu arrives à cette question-là après avoir fait déjà des premières choses, après avoir clarifié qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, l'indécision, en fait, et typiquement, je reprends mon cas, comme ça, ça va être simple, c'est-à-dire que j'étais pas claire sur mes critères de décision. Et une fois que j'étais plus... c'est pour ça que c'était très douloureux, parce que je prenais aussi des critères des autres, qui me disaient, mais non, d'ailleurs, mes collègues me disaient, tu ne peux pas quitter la Banque mondiale, c'est la pire erreur de ta vie, tout le monde voudrait être à ta place. C'était ça l'argument. Et je l'entendais quand même un petit peu ça. Et en même temps, j'avais une partie de moi qui disait, oui, mais c'est pas ce que je veux faire. Mais j'osais pas le dire. D'ailleurs, j'osais pas dire ça. Je disais, mais ça va être une autre aventure. Enfin, j'étais pas claire sur mes critères. Donc, ce qui m'a pris du temps et ce qui aurait pu réduire le temps, c'était de me poser un moment et d'être honnête avec moi-même sur voilà ce qui se passe en moi et voilà quels sont mes critères. Et parce qu'une fois que mes critères étaient clairs de
je m'ennuie, j'ai envie d'autre chose, et ben même si mon aventure entrepreneuriale n'était pas hyper claire sur ce qui allait se passer après, c'était quand même un meilleur choix qu'un boulot où de toute façon je savais que je m'ennuyais et je savais que c'était pas là où je voulais être. D'accord. Donc oui, c'est limite, t'as séparé la décision de quitter la Banque mondiale et la décision de monter UPOA. Exactement. Et je me suis dit, et c'est là aussi où je suis arrivée à cette confiance, parce que c'est beaucoup de ça en fait dans les décisions. Je me suis dit, mes critères sont clairs. Ça m'a donné énormément confiance ensuite pour mettre les choses en action. D'accord. Okay. Et donc après, en fait, et c'est d'ailleurs maintenant une de mes grandes croyances, c'est en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans l'absolu. Les décisions le résultat de nos décisions sont principalement impactés par l'énergie et l'émotion dans laquelle on prend nos décisions. Et les décisions qui sont prises dans la confiance, dans le calme, dans une certaine sérénité et dans une clarté de mes critères sont clairs, même s'ils ne sont pas clairs pour tout le monde, même si tout le monde ne serait pas d'accord avec ces critères, mais c'est les miens. C'est ça qui permet en fait de prendre une bonne décision. D'accord. Et c'est ça qui permet pour moi d'ouvrir des futurs qui sont intéressants et enthousiasmants pour notre personne. D'accord, hyper intéressant. Et donc, avançons petit à petit sur notre sujet du jour. Donc, finalement, tu quittes la Banque mondiale, tu lances UPOA, donc qui installe des kits solaires, au Cameroun. Exactement. Ok. Et comment est-ce que tu as finalement commencé à t'intéresser ? Donc déjà, là, on voit quand même des patterns naturels chez toi, on voit des réflexions. Mais comment tu es vraiment rentrée dans ce sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, qu'on a introduit, du yin et du yang ? Ouais. Donc, j'ai débarqué dans un pays que je ne connaissais pas. J'avais 27 ans. J'avais jamais monté de boîte avec on va monter une boîte. Et en plus, c'était pas une petite boîte parce que le projet, ça demandait de recruter des gens, de lever des fonds. Enfin, ça demandait aussi d'impliquer beaucoup de partenaires et beaucoup de responsabilités. Le sujet du yin et du yang, pour moi, il est arrivé de manière hyper forte. Je ne mettais pas ces mots-là à l'époque dessus, mais dans la relation avec mon associé. Donc, on était deux. On était un cofondateur, une cofondatrice. Donc, parce qu'on s'était rencontrés, on avait lancé le projet en même temps. Et on a dû se poser plein de questions de qui a quel rôle et comment est-ce qu'on se répartit les parts. Ah, d'accord. Répartition du capital entre associés. Ouais. Gros sujet. Ouais. À l'époque, j'avais pas beaucoup de documentation et je me référais à nos amis entrepreneurs Teddy et Mathieu qui ont monté Itch, qui avaient fait égalité. Donc je m'étais dit, c'est normal, on monte une boîte à deux, on fait égalité. Ouais. Bon, eux, ils avaient plusieurs associés, mais en tout cas, ils avaient fait égalité, exactement, égalité entre les fondateurs. Ouais. Et je sais pas si on peut révéler ça, mais je pense que c'est... Enfin, tu me diras. Et quelques mois après qu'on ait vraiment... moi, j'avais démissionné, donc on était en train de créer les statuts de l'entreprise. Mon associé me dit, en fait, j'ai l'impression que je fais plus que toi, donc je veux avoir... je pense que ça serait juste d'avoir plus de parts au capital. Je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais appelé, j'avais bondi. Ah ouais. Mais c'était une question aussi de valeur. Moi, c'est fait que... N'empêche qu'il posait la question. Et que je me suis rendu compte, en fait, que dans la manière dont on envisageait l'entrepreneuriat, on avait des visions très, très différentes de ce qu'il fallait faire et de ce qu'amenait de la valeur. En vrai, on était un petit peu cliché, dans le sens où mon associé, il était très dans le faire. Il était très dans... J'y passe beaucoup d'heures, je fais des choses très concrètes, quoi. J'envoie des mails, je fais des fichiers Excel, je fais des présentations. Et moi, aussi, face à ça, j'étais très dans une énergie de attention à pas se brûler. On est là pour probablement 10 ans, parce que c'est vraiment... je me projetais à 5 ans au moins. Ça va être long. Allons-y tranquillement. Ne faisons pas tout. Donc, je disais non à beaucoup de choses. Et faisons attention aux relations aussi. Ça veut dire que ça va être... c'est les relations aussi. J'avais cette intuition de... c'est un peu ce que j'avais connu dans ma vie. C'est-à-dire que c'est les relations qui ouvrent des opportunités. Ouais. Donc, j'étais très dans on commence à planter des graines pour des relations. Mais on plante des graines, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de récolter. Et donc, quand il y a eu cette discussion sur les parts, donc moi, j'ai dû essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je pensais que j'amenais autant de valeur que lui, même s'il y avait moins de preuves physiques de ce que je faisais, même si je passais effectivement moins d'heures sur le business. Parce qu'en plus, comme je venais juste de démissionner, j'avais encore quelques petites missions à terminer. Et j'ai pas su trouver les mots. J'ai pas su expliquer pourquoi j'amenais autant de valeur. Donc, j'ai fini par dire, OK, on fait une différence sur les parts. Donc, mon associé a pris plus de parts que moi dans l'entreprise qu'on a cofondée, en me disant, il va bien voir dans le temps la valeur que j'apporte et on va rééquilibrer. On l'a pas fait. Vœu pieux. Et alors, juste,
il se trouve que donc ça c'est en 2015 si je dis pas de bêtises. Non, c'était 2014. 2014, ok. Et là on est début 2024. Ouais. En janvier 2024 Ouais. quand on enregistre cet épisode. Je sais pas quand il sortira, dans pas trop longtemps. Si on faisait un résumé extrêmement rapide de l'histoire du POA, et notamment avec ce truc des graines que tu as plantées, les relations et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Je sais pas si tu peux communiquer. Oui, si. Alors je pense que tu me diras quand tu mets l'épisode exactement, parce qu'il devrait y avoir une annonce dans quelques semaines. Oui, ce sera après si tu veux, comme ça on peut... vas-y. Donc UPOA, c'était une magnifique aventure. Ça veut dire qu'on est parti à 2. On est allé s'installer au Cameroun avec quand même très peu d'expérience et on a monté une belle entreprise puisque on a aujourd'hui 300 employés. On génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout, on a installé des dizaines de milliers de kits solaires dans les campagnes camerounaises. Donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont pu avoir l'électricité grâce à ce qu'on a c'est C'est génial, bravo. Ouais. Non, bravo. Mais c'est vrai, parfois... on oublie parfois. T'as eu l'impact que tu voulais sur le terrain. Ah ouais, là, en fait, c'est ça, tous mes critères étaient vraiment survalidés. C'est-à-dire que j'ai eu cette expérience-là de regarder dans les yeux quelqu'un, lui mettre l'électricité et de voir ce que ça fait. Et d'allumer une lumière vraiment dans une maison, quoi. Tu as vu le truc, ça a l'air imagé comme ça, mais c'est la réalité. Ouais, et c'est chouette, franchement. Après, il y avait des clients qui étaient plus ou moins contents, mais dans l'absolu, c'est la fête. C'est vraiment la fête dans le village, quoi. Tu repars avec, en plus on était au Cameroun, donc tu repars avec des cannes à sucre, des avocats, dans un petit pick-up. Quand tu rentres à la maison, tu te couches et tu te dis, ok, c'est cool. J'ai fait quelque chose de chouette. Et tu t'es installé, toi, au Cameroun ? Comment ça s'est passé ? Je me suis installée au Cameroun en 2015. D'accord. Et j'ai vécu jusqu'en 2022. D'accord. Ah ouais, donc grosse tranche de vie, le Cameroun. Énorme tranche de vie. Auquel j'aurais jamais... Enfin, tu m'aurais dit il y a 10 ans, quelles sont les chances que tu passes 7 ans de ta vie au Cameroun ? Je t'aurais dit zéro. C'est mort. Jamais je passe 7 ans de ma vie au Cameroun. Ton associé aussi, il habite au Cameroun ? Non, lui, il s'est installé en France. D'accord, ok. D'accord. Donc toi, tu étais sur le terrain. Oui, et ça faisait aussi partie des frustrations. C'est-à-dire que je me disais, mais moi, je suis sur le terrain, lui, il est pas en France. Enfin, il est en France, etc. On peut revenir à faire auto, mais bon, le but, c'est pas de faire un procès d'une réflexion que vous avez eue il y a 10 ans. Exactement. Enfin, c'est toujours... Enfin, c'est ce que j'ai vu avec les relations entre associés. C'est toujours extrêmement compliqué. D'ailleurs, moi, je le dis maintenant parce que j'accompagne des entrepreneurs. Je dis, une relation entre associés, c'est comme un couple. C'est-à-dire que c'est l'intensité d'un couple, sauf que tu peux pas coucher ensemble pour te réconcilier. Donc, il faut trouver d'autres moyens de discuter. Mais c'est ça. Et moi, d'ailleurs, c'est ma recommandation, en fait. Tout entrepreneur qui a un associé ou une associée, c'est d'avoir un espace. Alors, soit vous le créez, soit vous vous faites accompagner par quelqu'un, soit vous avez un mentor qui peut créer cet espace pour vous. Mais c'est hyper important de communiquer parce que les frustrations sont nombreuses, en fait. On est 2 personnes différentes dans un projet intense avec des pressions aussi réelles, quoi. Donc, tu as des employés, tu as un chiffre d'affaires à faire, tu as des investisseurs. C'est énormément de pression sur une personne et sur un couple ou un groupe de personnes. Et donc, c'est hyper important de créer ces espaces de communication. Et puis là, vous étiez diamétralement opposés, sur des choses qui peuvent même toucher aux valeurs, non ? En fait, je pense qu'on était... on était, avec mon associé, on était très alignés sur où est-ce qu'on voulait emmener l'entreprise. Donc ça, c'était chouette. Mais après, je pense qu'on s'est retrouvés dans des dynamiques qui n'étaient pas très saines, ni pour lui, ni pour moi. On se demandait de la reconnaissance qu'on ne se donnait pas. Bref, nous, pour le coup, on est allé voir un coach à un moment en demandant « Aidez-nous », ça nous a aidé un petit peu. Après, moi, j'ai continué mon parcours seul. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment... Je me disais, mais on venait de passer une grosse étape, on venait de lever nos premiers fonds. Donc on avait 1 million sur le compte, si tu veux. Mais ce que j'avais trouvé d'ailleurs très stressant. Je m'étais dit, mais c'est bon, après la levée de fonds, il n'y aura plus de problème. Mais en fait, non. Ça me fait rire. T'as encore des problèmes et tu te dis, mais ce million, moi j'avais peur qu'il disparaisse. J'avais des angoisses de, ça se trouve, on va ouvrir le compte et il y aura 0, quoi. Enfin, bref. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, il y a un problème parce que de l'extérieur, tout allait bien. Ça veut dire qu'on venait de lever des fonds après des années quand même un peu difficiles sur le terrain. Donc on recrutait une équipe, on avait quand même des bons résultats. Enfin, c'était difficile, mais on avait des bons résultats. Mais moi, je passais 50% de mon temps à maudire mon associé. J'arrivais pas à profiter de ce que je faisais au jour le jour. J'étais engluée dans pas mal de stress et de pression. Typiquement, ces angoisses de l'argent va disparaître. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert ma première coach, qui était Margot Hamann. D'ailleurs, je la recommande. Elle est vraiment super chouette. Elle m'a accompagnée après dans d'autres transitions. Et qui m'a expliqué les concepts de base du coaching, type comment prendre des décisions. C'est elle qui m'avait donné la première fois cette idée de une décision, ça se prend beaucoup dans l'énergie dans laquelle tu prends ta décision. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Comment est-ce qu'on est responsable ? On est 100% responsable dans une relation. Chacun est 100% responsable. Et ça m'a beaucoup sorti de moi. J'étais beaucoup dans une mentalité de victime. Mon associé est méchant. J'étais en victimite, mais suraigu. D'ailleurs, tu m'as vu, je pense, beaucoup dans ces moments-là de
mon associé est méchant, j'en ris maintenant parce que non, c'était juste, lui, il avait sa vision du monde et lui, il trouvait ça juste, mais moi, je trouvais ça pas juste. Et en fait, d'ailleurs, c'est souvent un problème, la question d'injustice. C'est pas toujours un bon sentiment parce que c'est moi très j'aime bloquant. bien dire, c'est bien que tu as, parce qu'en ce moment mes enfants, leur phrase préférée c'est pas juste. Donc la justice, moi il y a plein de gens qui l'ont dit, mais la dernière fois que je l'ai entendu de manière très claire, c'était le professeur De Rose, donc c'est le fondateur de la De Rose méthode, l'école de méditation où je suis très assidue, qui disait en fait la notion de justice, un peu comme la notion d'argent, en fait c'est une invention de l'esprit humain. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire, mais en fait c'est des conventions qu'on a mis en place pour opérer. Mais va te dire à une biche qui vient de se faire dévorer par un lion que c'est juste ou c'est pas juste. Je veux dire, elle n'existe pas dans la nature. Donc, et nous, parfois, on s'enferme. Moi, j'ai des clients aussi qui peuvent passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de tristesse à ce truc de c'est pas juste. Comme si qui que ce soit, comme si l'univers nous devait quoi que ce soit. Et pendant longtemps, je me disais, l'univers va régler mon problème parce que c'est pas juste. J'ai attendu 3 ans. Voilà, moi, je suis gentille et je suis du bon côté, donc il n'y a pas de raison que les gagnants, les gentils vont gagner à la fin, alors que déjà la notion de gentil, méchant, ça veut rien dire. Il y a plein de choses comme ça qui se. D'accord. Donc t'es là-dedans. Et alors juste attends, parce que moi la question que j'avais, c'est donc maintenant UPOA a créé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 employés. À installer des milliers de kits d'électricité au Cameroun, donc super, bravo. Et ça en est où, et toi, pour ça? Et donc maintenant, donc là, on a vendu notre entreprise à EDF, mais c'est officiel depuis quelques semaines, même pas. Donc magnifique, très très contente parce qu'en plus EDF c'est un partenaire idéal pour reprendre parce qu'on avait besoin d'un industriel pour passer à l'échelle d'après, donc il va pouvoir développer le truc. Mais alors justement, moi ce qui m'intéresse, c'est, donc bravo, félicitations et tout, mais tu disais au début, tu avais du mal à justifier quelque part à ton associé que tu apportais autant de valeur que lui au projet, parce que lui était beaucoup dans le yang, donc dans le faire, dans l'action, dans j'envoie des mails, dans je m'agite dans tous les sens quelque part. Et toi, tu étais plus à planter des graines. Est-ce que les graines que tu as plantées, tu disais que tu faisais attention aux relations, est-ce que ça a eu un impact sur la sortie heureuse? Énorme. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le moment de bien expliquer ce que c'est yin et yang. Je ne sais pas si on l'a fait dans cet épisode. Vas-y. Okay. Donc, encore une fois, c'est des concepts qui appartiennent à une philosophie qui n'est pas la mienne, mais que je trouve qui explique bien. Donc, le yin, enfin plutôt le yang, parce que c'est peut-être le plus accessible, c'est tout ce qui est du faire, de la structuration, de la planification, de l'exécution. Du contrôle, tout à fait. C'est vraiment, je crée quelque chose, j'agis. Et la partie yin, c'est plutôt la partie être, la partie repos, la partie ressentir, la partie accepter. Recevoir, tout à fait. Et c'est la partie aussi, pour le coup, de surrender, ils disent en anglais, je ne sais même pas s'il y a un mot. Se rendre. Ouais, c'est lâcher le contrôle. Lâcher prise. C'est le lâcher prise, exactement. L'acceptation, le lâcher prise. Alors c'est marrant, je fais juste une parenthèse. En ce moment, mon sidekick, donc mon coach qui fait partie d'une organisation qui s'appelle Sidekick, qui bouscule les leaders. Donc moi, je fais aussi partie de cette communauté, mais dans ce cadre-là, moi, j'ai un sidekick et je sidekick des gens, si tu veux. Ces derniers temps, on travaille beaucoup parce que moi, alors, justement, tu le sais mieux que personne. tu m'as vu à l'œuvre. J'ai eu tendance, mes archétypes de base, c'était très dans le contrôle, très dans le yang. Et on va en parler aussi sur l'éducation qu'on a, les qualités qui sont valorisées, etc. Mais du coup, là où il m'a fait travailler de manière très intéressante ces derniers temps, c'est de comprendre que je peux être très puissante sans contrôler. Et alors que moi, je pensais, c'est aussi un truc d'insécurité, je pense qu'on est trop dans le contrôle, c'est je me sens pas en sécurité, la seule façon dont je vais me sentir en sécurité, c'est en contrôlant tout. Donc ma puissance va venir de mon contrôle. Et en fait, c'est un jeu qui ne marche pas, on pourrait réexpliquer pourquoi, mais c'est de se dire, tiens, tu peux être puissant, tu peux être responsable des résultats que tu as créés, tout en étant dans le yin. Exactement. Et c'est l'idée, en fait, il faut les deux pour créer quelque chose. Parce que tu peux pas créer sans avoir... Enfin, le yin, c'est aussi de l'énergie, parce que t'as besoin, le repos t'amène de l'énergie pour pouvoir faire les choses. Tu as besoin des deux pour créer. Et effectivement, souvent, nous, on est dans un monde où, en fait, on over-action. Ça veut dire qu'on pense qu'on va régler tous nos problèmes en agissant. Et d'ailleurs, je le vois beaucoup, et tu dois voir ça aussi, je pense, chez les personnes que tu accompagnes, c'est-à-dire des personnes qui ont, par exemple, un problème de confiance dans une décision ou dans leur quotidien,
et qui se disent, plutôt que d'aller... Pour régler ce problème de confiance, il faut que je fasse plein d'actions. Et ils vont faire plein d'actions avec ce manque de confiance qui va teinter toutes ces actions-là. Et qui va renforcer leur manque de confiance. Et souvent qui renforce effectivement le manque de confiance. Alors que c'est dans ces moments-là où en fait c'est plutôt un aspect yin qui va être utile, c'est-à-dire d'aller regarder, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, peut-être faire une pause, aller régler cette question de confiance et ensuite peut-être faire moins d'actions, mais avec des actions que tu fais en confiance, qui ont plus de résultats et en général qui t'amènent dans la direction que tu veux. Et tu vois, quand tu dis il faut vraiment les 2 ingrédients pour créer des résultats, c'est pour ça que dans le symbole qu'on connaît tous du yin et du yang, sur la partie blanche, il y a un petit point noir et sur la partie noire, il y a un petit point blanc. C'est pour dire, c'est pas possible en fait d'essayer de faire que l'un. Et c'est vrai que nous, vu notre culture, c'est des valeurs très patriarcales de survaloriser le yang. On a tendance à être tout le temps là-dedans et à délaisser même, tu vois, les qualités. Et en fait, je pense que c'est la conversation que tu as eue avec ton associé à l'époque. À l'époque, vous ne mettiez pas ces mots, mais les qualités yang sont tellement valorisées dans notre éducation, dans notre culture, qu'on a tendance tous à dévaloriser les compétences. D'ailleurs, on appelle ça on appelle beaucoup les soft skills, ça dit tout. Mais oui, c'est ridicule. Moi, ce mot m'énerve. Voilà, moi aussi, c'est des hard skills de dingue, en fait, les soft skills. Mais tu vois, dans tout ce qu'on a toujours appris, notamment nous qui ont fait un peu le chemin, grandes écoles, bonnes entreprises, tout ça, on nous a toujours, quelque part, montré que ce côté-là, il n'était pas à investir. C'était de la perte de temps, quoi. Oui, et même, c'est important, c'est d'avoir le diplôme, peu importe si tu n'as pas dormi pendant 5 jours avant, tu vois. En fait, quand tu y penses, quand tu dézoomes un petit peu, tu te dis, mais c'est ridicule, en fait. Comment je me sens quand je récupère mon diplôme, c'est aussi important, mais on n'en parle jamais. Et donc toi, du coup, finalement, donc, ces graines-là que tu avais plantées, donc tout ce que toi, tu as amené au projet qui était beaucoup plus yin, finalement, ça a énormément aidé à vendre à EDF. Oui, exactement. Et même, très concrètement, est-ce qu'il y a des... Oui, pareil. En fait, c'est les relations... Enfin, c'est beaucoup de relations humaines, en fait. D'ailleurs, mais je pense que c'est même que ça, en fait, une relation... Qui ont fait que la vente... Chez EDF, il y a beaucoup de gens de Supélec, sans vouloir citer de nom. Mais c'est plus qu'en fait, quand j'ai commencé à comprendre, d'ailleurs avec ma coach Margot, qui elle parlait de yin et de yang en entrepreneuriat, je me suis dit, mais en fait, voilà le vocabulaire qui me manquait 6 ans avant pour dire, mais voilà la valeur que j'apporte quand je nous dis de nous reposer. Parce qu'en fait, quand je disais, mais non, il faut qu'on se calme, je passais pour... Et même moi, je me jugeais un peu comme ça, comme la paresseuse qui veut pas tout faire, qui va louper des opportunités parce qu'elle va pas essayer tout. Et même moi, j'étais en conflit. La personne yang, elle est très dans le FOMO, donc la fear of missing out, donc faut que je réponde à tout en permanence. Mais bien sûr. Et en vrai, c'était mon associé au début. Après, lui aussi, il a beaucoup appris. Franchement, on a énormément évolué par rapport... On était jeunes, c'était notre première boîte. On a... Non, mais en tout cas, juste, c'est des énergies qu'on a tous en nous. On n'est pas en train de parler de vous deux. Là, c'était caricatural. Mais en nous, on a tous ça qui se bat, quoi. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, il avait fait un business plan où on faisait des on faisait des tonnes de choses en quelques années. Moi, je disais, mais genre, je crois pas, mais n'empêche que ce business plan-là, il nous avait aidé à débloquer un peu d'argent. Et donc, il y a aussi dans le monde de l'entrepreneuriat plein d'incentives, plein de petits signes. On te dit, ben non, mais il faut que tu suragisses, il faut que tu surperformes parce que c'est ça qu'on attend. Donc, c'était pas si simple pour moi de dire, en fait, moi, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je savais pas par où prendre les choses. Et tout l'univers autour de nous disait, non, mais c'est lui qui a raison. D'accord. Donc, c'était difficile, tu vois, de dire, mais maintenant, quand je regarde en arrière, après donc 8 ans d'entrepreneuriat, je me dis, en fait, les moments où j'ai apporté le plus de valeur dans mon entreprise... Excuse-moi, c'est pas 8 ans, c'est 10 ans. On est en 2024. Ah, t'as raison. Le temps passe vite. Je reprends. De mes 10 ans d'entrepreneuriat, quand je regarde en arrière, je vois que les moments où j'ai apporté le plus de valeur à mes entreprises, c'était toujours des moments qui étaient de l'ordre du yin. Okay. C'était des moments où j'ai ressenti des choses, où j'ai eu des conversations difficiles, où j'ai planté des graines qui allaient mettre du temps à germer, où je me suis reposée pour pas faire un burn-out, où j'ai accepté une situation plutôt que de me battre contre des moulins à vent. Et tous ces aspects-là yin, en fait, c'est souvent, pour moi, c'est ça qu'on attend d'un CEO, en fait. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner des exemples très concrets ? Alors, on en a eu un petit peu avec la revente à EDF, mais est-ce que tu as des moments clés très concrets que nos auditeurs pourraient vraiment... Où tu te dis, le truc du yin, c'est que c'est un peu de l'être. C'est pas tellement quelque chose que tu peux dessiner, où tu peux dire, ah bah là, tu vois, même quand je dis, mais je pense que l'idée des conversations difficiles, je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que une conversation difficile, en fait, c'est peu d'action. Ça veut dire que c'est souvent, tu passes un appel ou tu as une discussion avec quelqu'un, mais tout l'émotionnel que ça te demande de préparer une conversation qui va être difficile, toute
et de ne pas l'éviter, parce que c'est souvent ce qu'on fait, en fait, on évite cette conversation. Et donc de se dire, ok, je ressens ça, j'ai peur de ça, j'ai peur des conséquences de ce qui va se passer, mais quand même, je show up, c'est-à-dire que je suis là et j'ai cette conversation avec un employé, un partenaire, des investisseurs. C'est là, en fait, où tu apportes, pour moi, le plus de valeur. C'est dans ces moments-là où vraiment, je trouve que tu prends toute ta posture de dirigeant ou de dirigeante, d'entrepreneur. C'est de sentir ce qui se passe et de faire les choix appropriés par rapport à ce qui se passe. Mais la partie de sentir, elle est hyper importante, même si c'est le bas de l'iceberg, en fait. On la voit pas, ça veut dire tu peux pas la sentir quand tu es dans l'action en permanence. Exactement. Et alors attends, parce que tu dis, c'est ce qu'on demande le plus à un dirigeant. Moi, je vais amener une lecture un tout petit peu différente, et je pense que c'est le piège dans lequel tombent énormément de patrons, de start-upers, etc. C'est qu'en tout début d'aventure, en amorçage, quand il n'y a rien, que tu n'as pas d'employé, que le yang est hyper utile. Et limite, j'ai envie de dire un yang un peu insouciant, qui te fait agiter dans tous les sens, qui te fait aller dans des trucs en fait, où c'était évident que ça allait pas marcher avec le recul, etc. Ce truc un peu frénétique qu'on voit beaucoup chez des jeunes entrepreneurs en début d'aventure. Et je trouve que, tu vois, moi par exemple, la première boîte que j'ai montée, c'était un clone de Groupon au Maroc, MyDeal, et mes associés, j'étais la seule associée opérationnelle, mais j'avais des associés qui étaient des serial entrepreneurs, plus âgés que moi, etc. Et c'était... Et à un moment, je me souviens que j'en discutais avec un, il m'a dit, mais c'est génial que ce soit toi, au-delà du fait que nous, on est occupés sur d'autres business, c'est génial que ce soit toi, à ce stade, qui soit la dirigeante, parce que tu amènes cette espèce de folie un peu frénétique. Donc je trouve qu'en début d'aventure, ce truc-là est hyper utile. Et assez rapidement, en fait, voilà, dès que tu commences à te structurer, quand la boîte, elle est sortie du berceau, quoi, que ça y est, il y a une entreprise, c'est pas juste machin, très rapidement, on a besoin, justement, de ce côté yang. Et la problématique qu'ont beaucoup de dirigeants que j'accompagne, c'est qu'ils n'arrivent pas à switcher de mode. Ils viennent me voir, franchement, il y en a plein qui viennent me voir. Alors, la façon dont ils l'expriment, ils n'ont pas ces mots, mais ils me disent, je sens que ce qui m'a amené jusque-là va me bloquer. En tout cas, c'est sûrement pas ce qui va m'emmener à la prochaine étape. Et je sais pas comment faire autrement. Parce qu'ils sont dans leur hamster dans la roue. Exactement. Ils sont dans leur truc frénétique. Et ça, c'est très important. C'est pour pas non plus se dire... Parce que je pense que, comme tu l'as très bien dit, mais pour abonder là-dedans, c'est pas que du yin 100% qui va permettre de monter des boîtes. Mais il y a des phases, il y a des saisons. Et là, je vais même faire le lien avec la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, comment moi je l'explique un peu, qu'est-ce que je peux vous donner là-dessus, c'est finalement, on a des chemins dans la tête. On a des chemins qui sont très faciles pour nous à utiliser, c'est tout ce qui est mode automatique, c'est nos autoroutes. On a des fonctionnements qui sont faciles. Et notamment, par exemple, moi qui, à la base, était très yang, le chemin du yang, du fer, c'est une autoroute dans ma tête. Je développe d'autres chemins. Je vais développer des chemins yin. Ma plasticité cérébrale, c'est pas de dire « Ah bah à partir de maintenant, j'utilise cette nouvelle route et l'autre, je l'oublie ». Ça, c'est pas de la plasticité cérébrale. Tu remplaces une forme de rigidité par une autre. C'est de développer le nouveau chemin et d'être capable, avec de la conscience, avec des moments de prise de recul, de dire tiens, est-ce qu'aujourd'hui je prends cette autoroute ou je prends celle-là ? Donc voilà, c'est ça, c'est cette souplesse et d'être capable, limite, de manière de plus en plus consciente et proactive, de dire tiens, aujourd'hui je vais mettre mon déguisement yang, aujourd'hui je vais mettre mon déguisement yin. Donc pas perdre les deux, quoi. Enfin, un peu... C'est tout à fait, moi le mot que j'utilise, c'est équilibre, en fait. Et ça veut dire qu'il y a effectivement, il y a des moments où ce qui va t'aider, il faut un marteau, il y a des moments où il faut une clé à molette, et si tu essaies de taper sur un clou avec une clé à molette, ça va pas être très efficace. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir ce mot yin et yang, parce que ça permet de mettre des mots sur des choses parfois qui sont un peu difficiles à saisir si t'as pas ces explications-là. Mais pour moi, de plus en plus, maintenant, quand je commence, on parlait beaucoup de planification ces dernières semaines, mais quand je planifie, en fait, et que je vois, parce qu'évidemment, je suis pas non plus genre yin, je suis pas 100% yin, moi aussi j'aime bien faire des choses, et j'ai eu d'ailleurs tendance à faire plus que ce que je peux vraiment faire. Mais quand je planifie ma semaine, par exemple, ou d'ailleurs mon année, ce que j'ai fait en 2024, et que je vois toutes les actions que j'adorerais faire, et que j'ai tellement envie de mettre dans mon année 2024, mais j'ai qui vient beaucoup d'expérience, mais qui vient aussi de coacher et d'avoir ces outils-là, c'est que je me dis, je sais qu'il va y avoir un coût. Je sais qu'il y a un coût à mettre cette action supplémentaire dans mon agenda, dans mon planning de l'année. Am I willing ? Est-ce que je suis OK de payer ce coût-là ou pas ? Et qu'est-ce que je mets en avance, enfin devant ? Un coût, donc est-ce qu'il y a un moment de récupération ?
Oui, et je trouve qu'il y a beaucoup ça veut dire qu'on a tendance à dire c'est soit j'agis, soit j'agis, soit je tente plein d'opportunités, soit j'en tente pas. Et évidemment, on se dit, non, mais il faut tenter les opportunités. Mais en fait, à chaque fois que tu tentes une opportunité, il y a un coup, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. C'est du temps que tu passes pas pour faire autre chose, qui a plus de valeur dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet aussi que je trouve très intéressant, c'est l'idée de séparer le temps qu'on passe et la valeur qu'on ajoute. Ça, c'est une perle hyper importante. Et encore une fois, quand on ne revient pas au début, mais dès que les entreprises sont un peu plus grandes, en tant que dirigeant, il y a des chances... Si la valeur que tu crées, elle est proportionnelle au temps que tu passes, tu as un énorme problème, en fait. Et tu travailles pas à l'usine, quelque part, tu n'emplis pas des boîtes. Hein. Et souvent, en fait, là, c'est vraiment, je le reformule d'une façon, peut-être ça va cliquer pour d'autres personnes, mais c'est la valeur qu'on apporte et souvent peu liée à la quantité d'actions qu'on a fait. C'est à l'effort que tu as mis. Exactement. C'est la qualité des actions. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est-à-dire que c'est une conversation qui a changé les choses. C'est un moment où tu étais reposé, où tu as vu un truc venir et tu as empêché quelque chose qui allait se passer parce que tu as vu ton associé ou tu as vu un membre clé de ton équipe dans une réunion qui perd un peu le truc et tu te dis ok, là il y a un truc avec cette personne-là, on en parle, qu'est-ce qui se passe? Et en fait il avait prévu de partir et toi tu le rattrapes au moment, juste avant que ça se passe parce que tu as cette sensibilité-là. Mais justement, et c'est là où on revient à des temps, alors ça peut être des coachings, ça peut être du sport, ça peut être en tout cas des temps de repos, des temps de prise de recul. Des temps de... En fait, moi, j'appelle ça des temps de prise de conscience. Parce que ce que tu as vu dans la réunion, ou même tes intuitions, à un moment, tiens, là, je sais pas, c'est pas rationnel, mais il y a un truc qui tourne pas rond, je vais aller discuter avec le collaborateur, et en fait, je me rends compte qu'il était peut-être en train de partir et je l'ai rattrapé. Ça ne peut pas arriver si tu as la tête dans le guidon. C'est pas possible. Donc, du coup, c'est la chose qu'on peut peut-être mettre en yang, c'est... comment je vais dire? C'est sanctuariser des moments de rien. Ou des moments... moi, par exemple, mes moments de rien, ils sont très nombreux dans mon agenda, mais c'est toutes mes pratiques de yoga et de méditation. Alors, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? Mais en tout cas, c'est des moments où mon mental... Et parce que moi, c'est le problème aussi, c'est d'être dans ma tête. Donc, c'est le moment où le mental est posé. Donc, les moments de rien pour mon mental, c'est des moments de beaucoup dans mon corps, et c'est super. C'est, évidemment, moi, je me fais énormément accompagner par des coachs et des accompagnants. Et souvent, j'arrive en session, je ne sais même pas de quoi on va parler. Je suis limite, juste avant que la session commence, en mode non, mais j'en ai pas trop besoin là. Non, au contraire, j'aimerais bien aller plutôt faire mes mails. Et justement, et arriver sans attente, c'est se dire, tiens, il y a peut-être un truc. Mais vraiment, je pense, où ça peut être des moments où on fait autre chose. Moi, alors j'ai des enfants en bas âge, ça m'aide énormément, je les remercie. Parce que des moments de rien, business et mental, j'en ai plein juste avec mes enfants. J'adore faire la cuisine. C'est mon moment où je me ressource et je vais faire la cuisine avec les enfants ou pour eux, etc. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et c'est intéressant parce que en fait, le yin, c'est pas forcément lié au temps. Alors comme nous, on est très comme ça, on est très agenda, mais moi aussi j'utilise beaucoup, on a envie de voir quelque chose de concret, alors que c'est pas ça. En fait, tu peux te ressourcer en une demi-heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux passer une journée en disant je me ressource et tu te ressources pas, et tu peux, parce que tu fais une demi-heure de quelque chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans obligation de moyens, obligation de résultats. Il n'y a pas d'attente à avoir. Comme une session de coaching, de ne pas avoir d'attente que ça va régler mon problème, forcément. Mais je trouve que si, pour le coup, à contrario, si tu ne mets pas ces moments sans avoir d'attente, tu es sûr et certain que ça ne va pas se passer. Et en fait, pour moi, la question, c'est... Et d'ailleurs que tout entrepreneur et dirigeant, pour moi, doit se poser. Enfin, en tout cas, c'est pas doit se poser, on ne doit rien faire, mais ça va aider. C'est de se dire, à quel moment je prends du recul, à quel moment je ressens ce qui se passe, à quel moment je relâche le contrôle, à quel moment je suis plus que je fais. Excellent. Et je pense un bon tiers des gens que j'accompagne qui me disent c'est sous la douche. Ah, c'est vrai. Sous la douche, déjà, c'est cool parce que je pense que c'est beaucoup lié aussi à notre... il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un épisode sur les news. Je disais que j'écoutais plus les news. Mais après, on a dérivé sur les réseaux sociaux. En fait, sous la douche, tu n'as pas ton téléphone. T'es pas dérangé par tes WhatsApp, tes notifs, plein de choses. Enfin, les notifs, je ne sais pas qui a encore des notifs sur son téléphone. Mais tu vois, et des fois, ça peut être ces 5 minutes-là où en fait, tu as ressenti ce truc-là. En fait, je suis triste par rapport à cette situation, où je suis en colère par rapport à ce truc-là. Et en fait, il faut que je le gère plutôt que de le mettre un peu sous le tapis et de ne pas en parler. Et donc voilà, mais c'est juste pour dire, des fois, c'est des pratiques de yoga d'1h30 et des fois, c'est 5 minutes sous la douche. Clairement, et des fois, tu vas passer du temps, il va rien se passer. Mais tu vois, en fait, quand tu donnes l'exemple de la douche,
ça donne aussi que c'est un besoin fondamental de l'humain, parce que quand on n'a pas d'autres moments prévus pour ça, ça arrive quand même dans les rares moments de calme. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui a une insomnie, alors pas toutes et tout, je suis pas... Il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux, enfin qui ont plus expérimenté des insomnies que moi qui pourraient en parler, mais moi j'ai eu des insomnies dans ma vie, et il y a une partie, pas toutes, mais une partie des insomnies, c'est justement parce que c'est juste mon cerveau avait pas eu le loisir d'avoir un moment calme pour exprimer ce qu'il avait à exprimer, quoi. Enfin, exactement. Donc il me réveillait pour me dire, tiens là en fait c'est pas tout à fait ok ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple. Ouais. Et souvent quand tes insomnies, c'est des ruminations, c'est-à-dire que c'est ton cerveau qui revient en boucle sur des pensées en général désagréables et des émotions assez inconfortables. Et de toute façon le seul moyen de faire passer une émotion, c'est de la ressentir. Et donc c'est de se dire ok, en fait là il est 4h du matin, je suis en train d'imaginer ce que je vais dire au prochain board. En fait qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Notre cerveau aime bien nous faire des scénarios catastrophes, c'est sa spécialité. Et donc la solution, il n'y a pas de solution magique à des insomnies, mais en tout cas une des pistes d'exploration, c'est d'aller se dire c'est quelle est l'émotion et comment est-ce que je m'autorise à ressentir ça, à aller creuser et à ressentir profondément cette émotion, parce qu'une fois qu'on a ressenti une émotion, son intensité est beaucoup moins forte et notre cerveau en général est un peu plus tranquille en disant ok, l'émotion elle est venue, elle est passée, et tu peux rediriger ton cerveau vers des pensées plus utiles. Juste t'endormir, te dire. De toute façon, il te laissera pas t'endormir tant que t'as pas. Juste faire un beau rêve avec qui tu veux dans la situation que tu veux. Okay. Peut-être on arrive un peu à la fin de cet épisode. Toi, aujourd'hui, comment t'accompagnes ? J'imagine que tu as beaucoup de... Parce que je pense que dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens trop young, entre guillemets. Comment est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs, les gens qui viennent te voir, pour apprendre à laisser de la place au yin dans leur vie ? Donc effectivement, moi j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants et dirigeantes qui sont stressés. C'est souvent le sujet qui arrive en premier. Et moi, je leur partage des méthodes et des outils pour se sentir plus calme, plus en confiance et pouvoir profiter de leur réussite. Parce que c'est souvent le drame, en fait. Ça veut dire que c'est des gens qui ont des vies géniales, mais qui n'arrivent pas à en profiter parce qu'il y a des petits blocages entre. Et moi, j'aide à identifier ces blocages et les lever. Mais très concrètement, moi, je travaille sur 5 piliers à chaque fois avec les personnes que j'accompagne. Le premier, c'est les émotions. Donc, comprendre le stress, comprendre d'où viennent les émotions, comment est-ce qu'on les apprivoise pour qu'elles nous soient utiles. Un deuxième palier que j'appelle les limites, mais qui est souvent la question vie pro, vie perso, mais quelles sont les limites que je mets pour ma vie, pour être bien, et comment je les fais respecter. Et ça, dans les limites, je pourrais même mettre les routines de santé mentale, les routines de sport, les routines, finalement, de laisser de la place à autre chose dans ma vie. Exactement. Et d'être conscient, ça veut dire, par exemple, je décide que je termine le travail à 19h, et maintenant que j'ai décidé ça, comment est-ce que je le respecte, comment est-ce que je m'organise pour qu'il soit respecté. Je travaille ensuite sur des questions de leadership. Donc là, c'est tout ce qui est comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on se valide, comment est-ce qu'on valide nos décisions sans toujours avoir besoin de l'avis externe et sans remettre en cause nos décisions en permanence. Donc ça, c'est les 3 choses qui sont plus dans l'être. Et ensuite, je travaille aussi sur planification et exécution. Planification, c'est comment j'organise. Donc là, c'est dans le yang. Donc, c'est-à-dire que toi, dans tes 5 piliers, il y en a 3 yin et 2 yang. Alors, en fait, ils ont tous un peu de yin et de yang. Ça veut dire que dans ma planification, moi, j'aide les gens par exemple, à planifier leur année. Mais je leur dis, vous ne me faites pas plus de 3 priorités par trimestre. D'accord. Donc, c'est là où tu ramènes un peu de... Donc aussi, la quantité donne un peu le là du yin et du yang. Ouais. En fait, le yin et le yang, tu peux pas les séparer. C'est juste... C'est comme le bout d'une même ficelle quelque part. Tu vois. À la fin, tu te retrouves. C'est-à-dire que si t'es trop yin et si t'es trop yang, tu fais rien dans les 2 cas. Donc, c'est plus comment ajuster. Et effectivement, comme le monde entier nous bombarde d'injonctions à faire et d'être yang, très souvent, moi, j'amène une grosse part de yin en disant mais comment est-ce qu'on planifie pour que toi, tu puisses vivre et que tu regardes ton année 2024 et que tu sois enthousiaste et heureuse à l'idée de faire ton année et pas que tu te dises « Ah mon Dieu, je suis déjà hyper stressée et je vais pas pouvoir faire les choses qui sont importantes pour moi, pour ma vie perso, pour ma vie pro. » Et si, moi j'adore poser cette question parce que justement, si on était très cynique et qu'on n'en avait rien à faire que les gens soient heureux de leur aventure entrepreneuriale, qu'on voulait juste qu'ils performent le plus possible, avec les bons vieux critères, fassent le maximum de chiffre d'affaires, vendent la boîte le plus cher possible, est-ce que tout ce qu'on vient de dire a quand même encore plus de sens? Mais oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la valeur que tu apportes, et c'est en fait, à la fin des fins, une valorisation d'entreprise, c'est ça, c'est vraiment de la valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as créé, et ce que tu as créé, c'est, quand tu regardes en arrière, c'est beaucoup, beaucoup
de yin. Enfin, je dirais même c'est 51% de yin. D'accord. C'est parce que tu as pu te reposer, que tu as pu avoir l'énergie pour aller faire ta levée de fonds, pour aller chasser ton client idéal. C'est parce que tu as compris des dynamiques. C'est parce que tu as identifié des bonnes personnes sans forcément te jeter sur tout. Parce que des fois, tu as dit non à des opportunités pour te préserver de l'énergie pour certaines opportunités qui vont être plus porteuses que tu as pu créer de la valeur pour ton entreprise. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que dans ta question, il y a encore cette idée, mais c'est normal parce qu'elle est tellement liée dans nos cultures, mais tu as encore cette idée que valeur égale yang. Non, mais j'ai fait exprès, justement. C'est pour ça que j'ai dit si on était très cynique pour vraiment mais aller... Oui, mais même, et c'est vrai que si toi qui nous écoutes, ton seul but dans la vie, c'est de faire 10 millions d'euros, je dirais, mais prends 50% de ton temps pour faire des actions yin. D'accord. C'est vraiment le meilleur chemin pour aller faire ton million d'euros. Ouais, ça c'est le truc important parce que justement, certaines personnes ont déjà vécu, entre guillemets, dans leur chair le fait de ne pas donner à cette place au yin, parce que tu as un peu témoigné, notamment au début de ton aventure. D'autres n'ont pas encore cette expérience, et peut-être qu'ils ne l'auront pas. Et s'ils sont encore dans cette illusion que le faire va donner des résultats, franchement, vous vous trompez. C'est ce que je dis beaucoup, moi, à des entrepreneurs. En fait, c'est votre responsabilité de dirigeant. Pour être un bon dirigeant, il faut laisser de la place à tout ça. Exactement. Et c'est pour ça que je prends aussi mon bâton de pèlerin, et c'est pour ça que je parle beaucoup de yin. C'est parce que... comment je voulais te formuler ça ? En fait, ce qu'on nous montre aussi dans les médias, parce que c'est tellement plus simple de montrer un entrepreneur en train de faire une conférence, ou une entrepreneur en train de signer un gros chèque, tu vois. Mais parce que c'est pas plus compliqué de montrer un entrepreneur en train de se reposer, de regarder par la fenêtre en mode qui j'embauche entre ces deux personnes qui me plaisent. Parce que c'est moins cinématographique. Donc il y a aussi ce truc, et on est dans une société très visuelle. Donc comment est-ce que tu montres le yin ? On a du mal à le montrer. Donc c'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que c'est souvent la face cachée qu'on oublie beaucoup de tout projet, et en particulier quand on a des ambitions, quand on est entrepreneur et quand on veut faire des choses dans nos vies. Ouais, super. Est-ce qu'il y a une figure, donc tu as beaucoup parlé de ta première coach, Margot, on mettra les références dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a une autre figure d'inspiration ou un archétype qui vraiment pour toi symbolise ce bon équilibre entre le yin et le yang ? C'est une bonne question. En fait, moi, ce que j'essaie de faire justement, c'est de montrer d'autres visages de l'entrepreneuriat, parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous montre comme entrepreneur, c'est tellement yang que moi, je trouve ça écœurant presque. Ouais. Donc d'autres personnes, est-ce que tu as trouvé des gens où tu t'es dit tiens, ils font différemment ? Il y a typiquement une personne que j'aime beaucoup, c'est Maud Alaves, qui publie sur LinkedIn. D'accord, ok. Et je trouve que, alors je sais même pas si elle exprimerait comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper yin dans ce qu'elle fait. Ça veut dire que quand tout le monde publie 4 ou 5 fois par semaine, elle publie 2 fois par semaine. Elle parle beaucoup de ce qu'elle vit, elle parle beaucoup de ce qu'elle ressent. Alors j'imagine que son expérience à elle est peut-être un peu différente de ce qu'elle publie, mais en tout cas je trouve que dans son énergie, dans sa manière d'être, il y a ce calme-là qui est souvent associé à des personnes qui embrassent cet aspect yin de l'aventure. Excellent. Où est-ce qu'on peut te contacter, te trouver ? Donc, soit des personnes qui ont envie de se faire accompagner en coaching ou juste qui ont envie d'échanger avec toi. Alors, je crois que tu as une newsletter aussi. Donc, les gens peuvent juste, s'ils ne veulent pas faire de coaching, juste au moins s'abonner à ta newsletter. Dis-nous un peu qu'est-ce qu'on trouve si on veut être en contact avec Caroline Frontini. Pour avoir mes petites perles 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, C'est sur LinkedIn, donc Caroline Frontini. Et il y a le lien vers ma newsletter qui s'appelle la newsletter des entrepreneurs, où je vais un peu plus loin. Je partage des outils que j'utilise en coaching. Je partage des témoignages d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, qui ont d'ailleurs des parcours bien plus divers que ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui. Et c'est ça le meilleur moyen pour être en contact. D'accord. Et aujourd'hui, les gens peuvent te contacter pour faire des coachings avec toi ? Mes coachings j'ai encore des places pour coacher en direct. Profitez-en, ça ne va pas durer. Et cette année, je vais aussi lancer des coachings groupés de femmes entrepreneurs. D'accord. Donc pour les femmes, exclusivement pour les femmes, et c'est des groupes de coaching. Ok. Et ça dure 4 mois, et on coach ensemble toutes les semaines avec un groupe de femmes entrepreneurs. Et l'idée, c'est de développer son business, à la fin des fins, c'est de développer son business, mais en utilisant tous ces outils-là pour être plus en confiance, pour prendre des décisions et pour ressentir nos émotions. Super. Ouais, j'avais discuté avec... Tu avais déjà fait ces groupes, j'avais discuté avec une personne qui l'avait suivi et qui avait trouvé ça super. Ouais, je l'avais fait l'année dernière. Non, je l'avais fait il y a 2 ans. Puis l'année dernière, je m'étais concentrée sur les one-to-one, donc vraiment des coachings individualisés. Et là, maintenant, je reprends parce que j'adore ça. Je trouve qu'il y a une magie du groupe. Donc, je suis très contente de reprendre. Génial. Bon,
J'étais ravie de te recevoir. Merci beaucoup. C'était trop cool. C'était trop cool. Merci. À bientôt.